Dans la filière des œufs, comment les prix sont fixés? Alors, ce n'est pas partout la même chose, hein. Il y a en vente directe, c'est l'aviculteur qui décide du prix de vente qu'il fait quand il vend ses œufs en direct à sa clientèle. Après, pour les grandes structures, chaque acheteur a en principe un groupe d'intérêt de producteurs. On appelle ça les ORFU, où ils ont un comité et tous les producteurs qui livrent chez un acheteur sont formés et discutent chaque année les prix avec leur acheteur. Il y a combien de ces groupes et combien d'acheteurs du coup? Il y en a 5 en Suisse. Il y a Osberg qui est en bio principalement. Et puis là, la fixation des prix est un peu différente. C'est la Fachgruppe et ailleurs qui discute avec les producteurs et qui, avec tous les acheteurs, fixe un peu les prix pour l'année suivante. Donc là, pour tous les acteurs du marché, en principe, il y a un prix de référence qui est donné. Il n'y a pas d'obligation de s'y tenir, mais par le passé, la plupart du temps, les acteurs du marché s'y tenaient. Ça, c'est pour le secteur bio. Pour les autres, il y en a 4 en gros. Il y a Eiko, Lüchinger Schmidt, AIAG et aussi FF. Chacune, selon leur manière de procéder, discute les conditions cadres avec les producteurs. Ça ne veut pas dire uniquement le prix, mais aussi tout d'un coup de nouvelles exigences ou les catégories d'œufs, etc. Et puis à quelle fréquence les prix sont fixés? Dans la plupart des cas, on a des contrats annuels. Ces contrats annuels sont discutés à partir de l'automne pour l'année suivante. Donc les producteurs ont principalement un prix fixe à l'année qui est fixé à l'avance puis qui prend en compte en principe la plupart des coûts de production et des prestations qu'on fournit. Peut-être ce qui est important en tant que gallo-suisse, je dis on est prestataire de service pour nos sections, pour nos ORFU, et nous on prépare un peu le terrain. On a mandaté Aviforum pour refaire une nouvelle calculation l'année passée. Ça s'est fait au niveau des poules pondeuses. On a analysé tous les coûts de production et Aviforum, comme organe neutre, comme centre de compétences, a récolté des informations et fait une calculation du prix de l'œuf qui a été mis à disposition des acheteurs et des producteurs pour avoir une base solide pour négocier les prix. Donc les prix ont été revus à la hausse? Alors, les prix pour cette année ont été revus à la hausse partout parce qu'il y avait quelque chose de particulier pour ce 1er janvier 2025. On a décidé d'un commun accord avec toute la filière, des consommateurs jusqu'au couvoir, de mettre en place une solution pour déterminer le sexe dans l'œuf, c'est-à-dire trouver une solution pour éviter de tuer ces mâles, c'est-à-dire sacrifier ces mâles. Et là, il y avait un accord commun que ces coûts étaient pris en compte dans la calculation de chacun. Donc, selon la situation, c'est entre 1 et 2 centimes qui ont été adaptés par rapport à cet élément-là. Et en même temps, tous les autres coûts ont été revus et ont joué un rôle dans la fixation des prix 2025. Et puis les fluctuations saisonnières de la demande, du coup, elles n'ont pas d'influence sur la fixation des prix? Non, pas directement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Comme maintenant où la demande est très très forte, on n'a pas un meilleur prix à ce moment-là. Mais de l'autre sens aussi, si une fois il y a un surplus l'été, en conditions normales, on n'a pas de baisse de prix. Il y a dans tous les contrats des clauses, bien sûr. S'il y a une situation exceptionnelle, on rediscute ensemble au courant de l'année. Ça s'est fait par le passé à plusieurs occasions. Déclenchement de la guerre en Ukraine avec l'augmentation des coûts de l'aliment qui ont dépassé la fluctuation normale. Là, il y a eu une adaptation des prix au courant de l'année ou quand il y avait beaucoup trop en 2022, il y a aussi eu des discussions comment on pouvait régler la situation puis diminuer quelque part ou évacuer les œufs qu'il y avait en plus, quoi. Donc, on a un bon climat de dialogue entre producteurs et acheteurs qui s'est établi depuis plusieurs années. Les discussions sont dures parfois, mais on discute ensemble. Et c'est ça qui est important. Et à la fin, on trouve une solution qui est des fois pas toujours comme on aimerait,
mais on peut dire que les structures en place sont bien et fonctionnent. Et puis les prix fixés, ils sont en général respectés, parce que c'est des prix indicatifs. Alors justement, en conventionnel, on n'a pas de prix indicatif. On a fait une calculation, un modèle de calcul avec un prix qui ressort pour un poulailler de 12 000 poules pondeuses. Mais, comme je l'ai dit avant, on met à disposition cette calculation comme base de négociation. Ce n'est pas un prix de référence, ce n'est pas un prix indicatif. C'est les partenaires commerciaux, c'est-à-dire les producteurs qui sont sous contrat avec cet acheteur, qui se mettent d'accord sur les conditions. Parce que, dans une calculation, un acheteur, tout d'un coup, aura encore des éléments supplémentaires qui demandent à ses producteurs, le timbrage à la ferme ou tout d'un coup plus de structure au parc. Il y a des modèles d'affaires qui incluent des systèmes de bonus-malus. Donc, on n'a pas un prix identique pour tout le monde. Parce que les prestations demandées sont aussi très différentes, peut-être d'un label à l'autre. Puis on peut dire que le prix des œufs, il a évolué de manière favorable ces dernières années. Il y a des grandes différences encore aujourd'hui entre les différents acheteurs. La situation du marché actuel a aidé peut-être fortement maintenant à adapter pour l'année 2025 les prix un peu partout vers la hausse et à prendre en considération toutes ces prestations qui sont fournies. Et puis les prix sont fixés de quelle manière au niveau de la transformation? Alors là, il y a différents modèles aussi. Il y a 2 casseries en Suisse. Une, c'est Lüchinger Schmidt et l'autre, c'est Fischer Ayer. Ils ont 2 modèles totalement différents. Lüchinger Schmidt, leur marché principal, c'est l'œuf de consommation, c'est la Migros. Et en même temps, ils ont une casserie. Donc, ils travaillent beaucoup avec des séries prolongées. C'est-à-dire, les poules pondent pendant une année ou un peu plus des œufs de consommation et en fin de série, des œufs de transformation avec un prix d'œufs de transformation. Durant l'année, il y a toujours une part de deuxième qualité qui ne sont pas commercialisables en œufs de consommation. Donc là, bien sûr, ces œufs-là passent aussi dans la casserie et comme œufs de transformation. Chez Fischer Ayer, ils ont un autre modèle d'affaires parce que leur marché principal, c'est l'œuf de transformation. Et eux, avec leurs producteurs, ils ont développé un modèle d'affaires où ils produisent des œufs de transformation sur 2 ans. C'est-à-dire les poules restent 2 ans sur l'exploitation avec une mue entre 2. Et là, le prix est fixé en fonction de ce modèle de production-là. Puis j'ai vu aussi qu'il y a des campagnes de vente à prix réduit qui existent. Oui, on a des mesures d'allègement du marché, des actions qui sont faites à certaines périodes de l'année où la Confédération nous soutient à faire des actions, vendre les œufs moins chers en magasin, donc le consommateur qui en profite, et ça permet peut-être d'écouler une partie des œufs quand le marché est plus difficile. Et puis les marchés internationaux, ils ont une influence sur la fixation des prix? Très peu sur le prix suisse parce que le mode de détention en Suisse, il est très particulier. On a des exploitations de type familial, des petites infrastructures, un maximum de 18 000 poules pondeuses comme ici. La moyenne, c'est environ 8 000 poules pondeuses, donc on n'a pas du tout la même notion qu'à l'étranger. Où l'œuf importé peut avoir où les marchés internationaux peuvent avoir un rôle, c'est sur les prix de l'œuf importé en rayon. Là, actuellement, la situation, c'est que sur les marchés européens, on ne connaît pas ces prix à l'année comme chez nous. Là, actuellement, les prix sont très hauts parce qu'il y a un manque d'œufs en Europe et surtout en Amérique. Et l'Amérique essaie de s'approvisionner en Europe. Donc, il y a une ruée vers les œufs, ce qui fait augmenter les prix des œufs, je dis, sur le marché libre. Tous les œufs qui ont été contractés dans le cadre de contrats annuels, vu qu'on a besoin de 25% d'œufs importés chaque année, donc il existe des contrats, ces prix-là n'ont pas bougé. C'est vraiment le surplus peut-être qui est devenu plus difficile à s'approvisionner. C'est quel système qui est mis en place pour gérer les importations? Pour les importations, il y a des quotas d'importation qui sont disponibles sur les œufs. On a changé de système aussi pour cette année. On avait actuellement 21 000 tonnes
à disposition de consommation, qui peuvent être importés au prix préférentiel, au tarif de douane préférentiel pour donner l'accès au marché. Une fois que ce quota est utilisé, il y a des taxes douanières qui viennent, mais il n'y a pas de limitation de l'importation. Ces dernières années, justement, vu qu'on ne peut pas augmenter la production indigène en faisant sur un bouton, s'il y a une plus haute consommation comme maintenant, c'est les importations qui doivent régler la chose et puis donner suffisamment de quotas. Et ce qu'on fait justement ensemble entre producteurs et acheteurs et commerçants, si on est d'accord, on peut faire une demande commune pour augmenter ces quotas d'importation. La situation actuelle que dépeignent les médias, une situation de pénurie, elle n'est pas exceptionnelle en fait. La situation n'est pas exceptionnelle, elle est chaque année la même. C'est pendant cette période-là qu'il y a un manque d'œufs suisses, si on veut, et on compense avec des œufs importés. La situation est quelque peu différente parce qu'elle est beaucoup plus marquée cette année. On connaît que l'œuf a un trend positif depuis plusieurs années. Si on a 2-3 œufs de plus consommés par année, c'est une situation normale qui peut être absorbée. Ce qu'on a vécu les 12 derniers mois, c'est une augmentation de 9 œufs consommés par habitant et par année. Ceci ne peut pas être compensé par une production supplémentaire et surtout pas à si court terme. Donc oui, on est dans une situation un peu plus tendue que d'habitude, mais dans quelque chose de connu. Il ne faut pas pour autant augmenter, ce n'est pas possible pour autant d'augmenter la production. Alors, augmenter la production, oui, mais l'augmenter de manière durable. Est-ce que cette consommation supplémentaire va rester? Nul ne le sait. On pense qu'il y a un trend positif, mais on a vécu en 2022, il y a 3 ans, un surplus de 10%. Donc, on doit rester prudent. On n'arrivera jamais produire le 100%. Il y a aussi un marché pour l'œuf importé. On constate qu'il y a un équilibre plus ou moins quand on est environ à 75% de part d'auto-approvisionnement. Actuellement, on est un peu en dessous. On est proche de 71. Puis c'est ce qui explique quelque part un peu le manque qu'il y a d'œufs indigènes. Peut-être ce n'est pas simple d'augmenter la production indigène. Pour avoir des œufs en plus, il faut des infrastructures supplémentaires, c'est-à-dire des poulaillers. Pour les construire, il faut un permis de construire, il faut trouver un emplacement adéquat. Avec la loi sur l'aménagement du territoire et les conditions cadres, ce n'est pas facile d'obtenir ces autorisations. Donc là, il y a déjà un bon bout de chemin à faire. De plus, c'est très cher de créer des nouvelles infrastructures. C'est vite quelques millions qu'il faut prendre dans la main. Pour un poulailler de 10 000 poules, c'est vite 2 millions d'investissements. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il faut être prêt à travailler 7 jours sur 7, 365 jours par année. Et il y a beaucoup de travail quand on a des animaux comme des poules pondeuses. Donc, pas simple du tout. Et on compte environ 2 à 3 ans, si tout va bien, entre l'idée jusqu'à la mise en place des premières poules. Mais souvent, c'est même 4, 5, 6 ans. Et on a même plusieurs cas qui ont été 8 à 10 ans. Donc, ce n'est pas demain qu'on aura tout de suite des œufs en plus. Et sinon, quels sont les autres principaux défis pour la filière? Les défis, il y en a énormément. Il ne manque pas, d'une part, c'est motiver la relève. Finalement, trouver encore la génération Z, la motiver peut-être à avoir encore des animaux, à être prêt à s'en occuper 7 jours sur 7. On doit peut-être aussi développer des nouveaux modèles, trouver plus de personnel, répartir différemment, parce que la charge est lourde quand même. Quand vous êtes responsable d'un troupeau comme celui-là, 7 jours sur 7 toute l'année, ou que vous devez, c'est pas toujours simple, à trouver des gens qui viennent travailler le samedi, le dimanche. Donc là, c'est certainement un challenge, pouvoir maintenir la production indigène. Après, il y a tous les défis liés, je dis, à notre société, par rapport à la discussion entre la production végétale et animale. Est-ce qu'on veut encore une production et une détention d'animaux de rente en Suisse? Ça, c'est un défi important. Moi, je suis clair, là. Si on veut consommer ici en Suisse, il faut aussi produire en Suisse. Là, on est cohérent. On accepte aussi
peut-être les nuisances ou les défis d'une filière, on se confronte à cette production. On a une production transparente avec l'œuf suisse, on montre ce qu'on fait, on n'a rien à cacher. Et là, je pense que c'est le chemin à aller, être plus transparent, être plus clair avec le consommateur. Si on veut des œufs dans les rayons, il faut aussi les produire. Après, bien sûr, les défis, aménagement du territoire, financement, le travail, je l'ai dit, mais après aussi les émissions, diminuer les émissions, le défi des poussins mâles, le défi des poules de réforme, la valorisation de la viande. On est actuellement, je pense, sur le bon chemin parce qu'on travaille sur tous les fronts. On ne fait pas que produire des œufs, mais finalement, on s'occupe de tout ce qui se passe en amont et en aval. Dans la filière, on a un bon dialogue et puis on relève les défis qui nous sont donnés. Vous en êtes où dans la mise en place de la solution pour les poussins mâles? Alors, les premiers poussins sont éclos et les machines fonctionnent, sont en fonction. On est en période de démarrage, il y a des défis par rapport à la technologie, elle ne fonctionne pas encore à perfection, mais les machines sont là et on est vraiment sur le bon chemin. Et puis, la grippe aviaire, c'est une source d'inquiétude? La grippe aviaire, c'est une épée de Damoclès qui est là. Elle nous accompagne maintenant depuis plus de 10 ans. On a pu la contenir. On a d'une part, je pense, de la chance ou des avantages. D'une part, la Suisse n'est pas sur les routes migratoires principales. Donc ça, c'est, je pense, une chance qu'on a. Ensuite, on a un système de détention, puis justement les exploitations de type familial où c'est encore des agriculteurs ou des aviculteurs qui s'occupent de leurs poules et pas juste des employés. Les mesures d'hygiène sont respectées. On a, avec les jardins d'hiver, les aires à climat extérieur, un outil qui permet de garantir le bien-être animal tout en protégeant les animaux vis-à-vis des oiseaux sauvages, c'est-à-dire ils ont une sortie sécurisée et on évite le contact avec la faune sauvage. Donc ça, c'est un sacré avantage. Et puis, on a aussi, il faut le dire, un monitoring qui est fait par l'OSAV et tous les spécialistes qui sont là autour, qui font un excellent travail et qui ont pris des mesures ces dernières années qui étaient très pertinentes pour protéger nos animaux de rente, quoi. Donc, on a eu des cas de grippe aviaire chez les oiseaux sauvages, mais aucun cas dans les animaux de rente. Et ça, c'est quelque chose de positif, mais on doit rester prudent, on doit rester vigilant. Et puis, on a beaucoup de respect devant ce virus où on n'est pas à l'abri, on ne peut pas se sentir à l'abri. Mais on fait tout pour éviter que ça arrive.